Bonjour à tous et bienvenue pour notre dernière réunion information animée par l'Espace de réflexion éthique Nouvelle-Aquitaine Site Bordeaux. Donc vous savez que depuis septembre dernier, la réflexion est active en France concernant ce thème des enjeux de la fin de vie. Après l'avis 139 du CCNE ouvrant la possibilité d'une légalisation de l'aide active à mourir, notamment en faveur des situations dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Vous savez que la loi Claes-Leonetti propose la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès que pour les pronostics à très court terme. La Convention citoyenne pilotée par le Conseil économique, social et environnemental a rendu des conclusions provisoires anticipées, donc se réunit ce week-end pour définir exactement ce qu'il souhaite défendre. Enfin, les espaces de réflexion éthique régionaux sont sollicités par le CCNE pour l'organisation de soirées informatives et réflexives comme celle de ce soir. 3 raisons principales expliquent cette relance du débat. Il y a certainement d'autres raisons, bien évidemment. Qui relance ce débat, déjà engagé depuis une vingtaine d'années. Le vécu de nombre de personnes selon lequel on meurt mal en France pour des raisons parfois subjectives et malheureusement souvent pour des raisons objectives. Encore récemment, je discutais dans mon entourage et de gens qui disaient mais il faut absolument l'aide active à mourir parce que on souffre, on a mal et on n'est pas entendu. Donc ça, c'est extrêmement dommage. De proches mal accompagnés. Ensuite, les différentes affaires médiatiques émouvantes dont certaines sont à l'origine d'une révision de la loi. Vincent Humbert, la loi Leonetti, Vincent Humbert, la loi Claes-Leonetti, Chantal Sébir, donc la commission SICAR qui a rendu son rapport. Enfin, les pressions des lois étrangères. Les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg avaient ouvert cette voie à la légalisation dans les années 2000 et sont aujourd'hui rejoints par l'Espagne et le Portugal. La réflexion se poursuit sur la nécessité ou non d'une éventuelle évolution du cadre législatif vers la reconnaissance d'une aide active à mourir. Les arguments s'articulent le plus souvent autour des questions de dignité, de liberté et du type de société que nous voulons collectivement, solidarité et autonomie. Mais l'accès pour tous à des soins palliatifs permettant un accompagnement des personnes les plus fragiles et de leurs proches et un soulagement de leurs symptômes physiques, psychiques et existentiels sera-t-elle une condition sine qua non et préalable à toute réflexion autour de ces questions? Tout le monde, y compris la Convention citoyenne, s'accorde à le dire. L'ERENA et son comité exécutif est très heureux d'accueillir donc Pierre Lecause, qui exerce à l'UFR de sciences médicales et paramédicales de Marseille. Ses travaux de recherche s'inscrivent au sein du laboratoire anthropologie, droit, éthique de la santé à l'université d'Aix-Marseille. Membre de l'Académie nationale de médecine, il a été membre puis vice-président du comité consultatif national d'éthique de 2008 à 2012 et enfin membre en 2018 du groupe de travail pour la révision de la loi de bioéthique au Conseil d'État. On a une anecdote. On a une anecdote sur ce sujet. Pierre Lecause était rapporteur de ma thèse d'éthique et il a été appelé par le Conseil d'État. Donc, voilà. Dilemme moral. Donc, il est actuellement membre du comité d'éthique de l'établissement français du sang et du comité éthique et cancer de la Ligue contre le cancer. Ouais. Son intervention sera discutée par le professeur émérite Bernard Biulac, directeur honoraire de l'ERENA Site Bordeaux, membre de l'Académie de médecine et premier rapporteur des premières lois de bioéthique. Je tiens à remercier l'Université de Bordeaux pour son accueil dans ses locaux et mes collègues du comité exécutif de l'ERENA Site Bordeaux, Muriel Raymond, notre chargée de mission, clé de voûte de nos missions, Madame Christine Ribérol, directrice des affaires juridiques et éthiques, ainsi que mes 2 collègues gériatres, le docteur Geneviève Pingano et le professeur Muriel Rinfray. Je donne la parole donc à Pierre Lecause et encore un très grand merci d'être venu jusqu'à nous. Voilà, il connaît le train. Voilà. Merci beaucoup Véronique et puis merci à toute l'équipe de l'Espace éthique, Bernard, Muriel et vous-même ainsi que l'ensemble des membres de cet espace éthique. C'est une occasion de sceller les liens d'amitié qui nous lient Marseille et Bordeaux. Alors, je ne sais pas si je dois appuyer sur un bouton ou si on m'entend bien.
Moi, parce que je n'ai pas l'impression que mon micro marche. Si. Et au niveau, Ouais. peut-être parler comme ça. Ah, plutôt, voilà. Ouais. Ah ben voilà. Voilà, donc, comme Véronique vient de vous le dire, je suis philosophe de formation et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un philosophe sur ce genre de sujet? Pour moi, il y a deux attentes qu'on est en droit d'avoir vis-à-vis du philosophe. D'une part, la clarification conceptuelle des pratiques et l'élucidation des arguments en présence en essayant de faire preuve de neutralité, d'impartialité. J'ai entendu une petite réaction, mais apparemment, tout va bien. Donc, le sujet que nous allons débattre, et nous nous sommes entendus pour qu'à 7 heures, je conclue provisoirement pour pouvoir laisser une place aux questions. Le sujet est de savoir si l'on a le droit de donner la mort, étant entendu qu'on s'inscrit dans une problématique d'éthique médicale. Donc, on ne va pas se demander dans tous les cas de figure quels sont ceux qui sont moralement acceptables, mais est-ce que le médecin ou un tiers de confiance, après tout, pourrait provoquer la mort d'un patient incurable? Est-ce que son mobile de générosité pourrait rendre l'acte acceptable juridiquement? Alors, comme cela a été dit par Véronique en introduction, en France, actuellement, nous débattons sur la question de l'opportunité de changer le cadre législatif et on évoque le suicide assisté et l'euthanasie comme étant deux possibilités qui déclinent une catégorie générale qui est l'aide active à mourir. Alors, je pense que philosophiquement, déjà, il y a un problème. Il y a un problème parce que est-ce que l'euthanasie et le suicide assisté sont des pratiques qu'on pourrait ranger, associer dans une même catégorie? Cela ne va pas de soi. Alors, sur un plan philosophique, souvent, nous utilisons une méthode qui s'appelle la phénoménologie. La phénoménologie, c'est l'étude des phénomènes. L'étude des phénomènes, qu'est-ce que ça veut dire? Phénoménon, en grec, ça veut dire ce qui apparaît, ce qui se montre à la lumière. Qu'est-ce qui apparaît vraiment? Et voilà comment on avance pour caractériser, qualifier des pratiques. Qu'est-ce qui apparaît vraiment quand on voit quelqu'un commettre une euthanasie? Qu'est-ce qui apparaît vraiment quand quelqu'un se suicide? C'est ça la phénoménologie. Dans l'euthanasie, le médecin va injecter une substance létale dans les veines d'un patient, un patient incurable. Donc, on voit dans le champ d'apparition, ce qui se passe, c'est qu'un corps se rapproche d'un autre corps et dans ce rapprochement, il exécute un acte au terme duquel, dans les minutes qui suivent, le corps du patient va devenir livide, ses yeux seront inexpressifs, son regard vide, il va se pétrifier dans un bloc de marbre, il est mort. Et ça, c'est un événement important à prendre en compte parce que forcément, le médecin ne peut que se sentir interpellé sur un plan existentiel par l'acte qui est produit par son geste. La phénoménologie nous ramène vers le champ des perceptions, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et ça, c'est important parce que sinon, on réfléchit de façon un peu théorique sur l'aide active à mourir, on pense que c'est de l'humanisme, mais il faut quand même se poser la question concrètement de ce qui se passe. Et du même coup aussi, même quand on est un médecin favorable à l'euthanasie, la question se posera de savoir est-ce que c'est un confort d'être convoqué pour avoir à survivre au fait d'avoir euthanasié quelqu'un? Est-ce que cette expérience, le médecin sera d'accord pour la renouveler
régulièrement si des collègues à lui ne veulent pas commettre d'euthanasie. Et ils seront évidemment dans leur droit de ne pas commettre des euthanasies au nom de la clause de conscience. Mais si la clause de conscience fonctionne comme dans le cas de l'interruption volontaire de grossesse, le médecin qui refuse de pratiquer une euthanasie devrait donner les coordonnées d'un confrère ou d'une consoeur qui sera d'accord pour commettre l'euthanasie. Et donc de commettre cet acte pour lequel le médecin peut être favorable, mais peut-être qu'il n'aimerait pas réaliser de façon régulière, voire quotidiennement. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le suicide assisté? Je reste dans mon cadre, ma méthode phénoménologique, on va décrire les phénomènes. Le suicide diffère de l'euthanasie parce que ici, on peut dire que c'est la même personne des deux côtés de la barrière. Tout à l'heure, dans l'euthanasie, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont de chaque côté de la seringue. Il y a un patient et il y a un acteur, un médecin, un acteur de santé. Dans le suicide, c'est la personne elle-même qui va s'administrer le produit létal, du pentobarbital de sodium généralement. Donc, la personne qui va être aidée à se suicider va causer volontairement sa mort. Suicide veut dire suis soi-même, hein. Kedere, ça veut dire frapper à mort. Je me tue, je suis l'auteur de mon homicide. Alors, le suicide, c'est un acte de désespoir, de solitude que généralement la société se reconnaît le devoir d'éviter. En principe, le devoir de fraternité fait que quand quelqu'un veut se suicider, on va essayer de l'en empêcher. Dans la circonstance, on serait dans un cas très particulier où le devoir de fraternité ne se traduirait plus par la dissuasion de l'acte de suicide, mais au contraire par l'aide à pratiquer ce geste fatal. Alors, ce qui est très important, c'est de voir que sur un plan phénoménologique, le médecin ne donne j'ai plus son. L'euthanasie transgresse le devoir de ne pas provoquer délibérément la mort, qui est déjà dans le serment d'Hippocrate. Tu ne remettras pas de poison mortel à un patient. Alors, est-ce que le suicide assisté pourrait compromettre cet interdit? Non, puisque le médecin... T'as fait un test ou pas? Une petite. ouais. Je pense que j'ai fait une petite. Et il a dit que, tu sais, c'est lui qui m'avait donné de l'amoxicilline. Voilà. S'il la connaît, qui peut sûrement pas donner de l'amoxicilline, c'est la même chose. C'est pour ça que j'avais des moutons. Tu vas plus le voir. Coupez vos micros, monsieur ou madame Marseille. Comment ça? De... Je suis désolée, c'est ça le... On ne peut pas couper tout le monde. Le problème, c'était de pas couper. Vous voulez que je lance un appel? Oui. Voilà. Alors, je cesse un instant de parler de la mort pour vous demander si vous pouvez couper votre micro pour ceux qui sont en visioconférence. Merci. Voilà, donc je reviens sur les aspects déontologiques de la différence dans ma première partie, c'est clarification conceptuelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui apparaît vraiment dans une euthanasie et qu'est-ce qui apparaît vraiment dans un suicide assisté?
dans le suicide assisté, le corps du médecin ne se rapproche pas du corps du malade. Donc, phénoménologiquement, on ne voit pas la même chose. Le médecin, s'il juge la demande légitime, s'il estime que le patient est perspicace, qu'il a son discernement, qu'effectivement il a un mal incurable, une maladie qui n'admet qu'un avenir sombre, bon, à ce moment-là, que fait le médecin qui estime qu'effectivement la demande de suicide assisté est légitime et fondée? Il rédige une ordonnance. Mais entre le moment où il rédige l'ordonnance et le moment où la personne va se suicider, un temps va s'écouler. Et il va y avoir des médiations, puisque le médecin ne remet pas le produit. Parce que là, il serait sur le plan déontologique, dans le texte actuel, il serait dans un cas limite où on pourrait lui reprocher d'aider activement le patient à mourir. Mais là, l'aide, elle n'est qu'indirecte, puisqu'il donne simplement la possibilité au patient de se tuer, étant entendu qu'il peut toujours nourrir l'espoir que finalement le patient ne se suicidera pas, parce que ce dont il avait besoin, c'est d'être rassuré en ayant cette ordonnance pour le cas où les choses se passeraient mal. Et donc, le malade repart de chez le médecin avec son ordonnance, sa prescription. Il arrive chez le pharmacien. Tiens, voilà encore une médiation. Voilà un autre acteur de santé qui surgit. Vous voyez que c'est intéressant de se pencher sur les perceptions, ce qui se passe vraiment. Le pharmacien voit l'ordonnance. Ce n'est pas du Doliprane. Hein. Il se rend compte que c'est un produit quand même un peu particulier. Il ne va pas, comme une lettre à la poste, expédier cette affaire courante sans se poser de questions. Il va peut-être prendre le patient à part et relancer encore une dynamique de discussion avec cette personne que souvent il connaît bien. Donc l'être humain, c'est un être de médiation. Il introduit, il intercale, et c'est vrai que pour ça, il semble que le suicide assisté pose des problèmes moraux, mais sur l'échelle de gravité, en quelque sorte, des transgressions morales. Si on s'en tient à un point de vue phénoménologique, on voit que les difficultés sont moindres vis-à-vis de l'euthanasie, où là, l'acte est plus direct. Et alors, ce qu'on peut, et je vais venir aussi aux objections qu'on peut faire au suicide assisté, mais à l'actif du suicide assisté, on peut considérer que l'aspect moral est moindre parce que je n'engage pas autrui, je ne le convoque pas pour me donner la mort, je n'impose pas à autrui d'avoir à survivre au fait de m'avoir euthanasié. C'est quand même pas rien de demander à quelqu'un de survivre au fait de nous avoir euthanasié, de l'encombrer par un tourment inutile. Alors que dans le suicide assisté, le médecin fait la prescription et après, il se retranche. Le médecin n'assiste pas au suicide assisté. Sinon, de façon contingente, à supposer que le candidat au suicide fasse valoir le besoin d'avoir un professionnel de santé et demande au médecin. Mais le but, si on regarde par exemple ce qui se passe en Suisse, le but du suicide assisté, c'est au contraire de démédicaliser la mort, de resocialiser la mort en disant le médecin, il fait la prescription, il enclenche le mécanisme d'aide à mourir, mais une fois qu'il a fait la prescription, il disparaît. Et en Suisse, en tout cas, chacun peut imaginer d'autres ritualisations, mais vous le savez, en Suisse, ce sont des associations qui vont se charger d'organiser l'accompagnement du malade
avec des proches et avec des bénévoles. Alors, donc, ici, on voit que les difficultés sur un plan déontologique sont moindres. On peut estimer aussi, maintenant, d'un point de vue légal, qu'il est moins coûteux pour le législateur d'autoriser le suicide assisté que d'autoriser l'euthanasie. Pourquoi ? Eh bien, parce que, d'abord, dans notre arsenal législatif, le suicide n'est pas considéré comme une faute, n'est pas répréhensible. Ça paraît évident, mais dans une période ancienne de notre histoire, marquée par la culture judéo-chrétienne, le fait de se suicider était considéré comme une faute envers Dieu. Dieu nous fait le don de la vie et nous ne pouvons pas rejeter ce don. Donc le suicide était considéré comme une faute et puis on pouvait sanctionner le suicidé. Alors évidemment, s'il est mort, c'est difficile de le punir, mais on peut déshériter sa descendance, on peut le jeter à la fosse commune, on peut trouver quand même des moyens de le dissuader. Avec la Révolution française, le suicide n'est plus considéré comme une faute. Alors, ce qui est considéré comme une faute, c'est d'inciter au suicide. Et par exemple, les Suisses qui autorisent le suicide assisté depuis 1937 posent comme condition que le médecin ne doit pas prescrire le pentobarbital, la drogue, pour un motif égoïste. Ce que dit la loi. Il ne doit pas être animé par un motif égoïste. Autrement dit, il ne doit pas être en conflit d'intérêts de façon très immédiate. Le médecin ne doit pas être l'héritier du patient. Alors, donc, le suicide assisté n'étant pas une faute répréhensible, on voit bien que le législateur n'est pas tellement embarrassé par le fait qu'un tiers vous aide, en tout cas, vous donne la possibilité de vous suicider, puisqu'il s'agit simplement de ne pas poursuivre en justice quelqu'un qui vous aurait aidé à faire quelque chose qui, de toute façon, n'est pas interdit par la loi. Donc, ce n'est pas très coûteux sur le plan des textes. Il y a certainement un petit peu de réélaboration juridique pour sécuriser le proche qui fournira le produit, mais ça n'engage pas trop le législateur dans des réélaborations de textes importantes. L'euthanasie est plus coûteuse parce que dans l'euthanasie, vous êtes obligé d'écrire dans une loi un homme peut donner la mort à un autre homme dans certaines circonstances. Et ça, c'est un peu embarrassant. Dans un pays comme le nôtre, qui a aboli la peine de mort depuis plus de 40 ans maintenant, de réintroduire l'idée que dans certaines circonstances, un homme peut en tuer un autre. C'est un coût sur le plan législatif, mais c'était aussi un coût symbolique. Le symbole, qu'est-ce que c'est? La symbolique, c'est ce qui a trait à l'image. Voilà, si je brûle un drapeau, matériellement, il ne s'est pas passé grand-chose, mais si c'était le drapeau de la France, ça va peut-être susciter des émotions. Bon, c'est comme ça, les sociétés humaines, elles sont structurées autour de systèmes de représentation et d'image, et quand on change la loi, il faut toujours penser à l'impact que ça peut avoir sur le plan des représentations. Dans notre imaginaire social, la France est un État où personne n'a le droit de donner la mort à personne d'autre. Le médecin n'est pas mieux placé, n'a pas de statut à part. Il est un citoyen comme les autres. Il n'y a pas de raison qu'il ait des prérogatives supérieures à ses concitoyens. Lui-même doit éviter de donner la mort. Autre problème symbolique avec le suicide, enfin avec l'euthanasie plus exactement,
c'est que l'image du médecin lui-même se trouble parce que dans notre symbolique du médecin, le médecin, il est au service de la vie. Donc, il soigne toujours et il guérit parfois, souvent. Il est donc de façon assez entière, totalement investi au service des forces de la vie. Et c'est pour ça qu'il a fait médecine, qu'il s'est investi dans le soin. Et là, on va lui dire, non, mais maintenant, certes, la plupart du temps, vous donnerez des soins, vous prodiguerez de l'aide pour permettre aux patients de vivre, mais de temps en temps, vous donnerez aussi la mort. Et là, il y a une sorte de brouillage des repères, le médecin étant tantôt du côté de la vie, tantôt du côté de la mort. Cet aspect symbolique n'est peut-être pas primordial, mais c'est quand même un des éléments qui doit être pris en considération. Alors, dans cette première partie, donc, je voulais dissocier quand même assez nettement l'euthanasie et l'aide au suicide. Et je voudrais conclure sur le fait que, autant, à mes yeux, l'euthanasie peut vraiment être considérée comme une aide active à mourir, autant pour moi, cette catégorie, à bien y réfléchir de façon phénoménologique, en nous interrogeant sur toutes les implications, les répercussions sur le plan déontologique, légal, symbolique, on voit bien qu'on n'est pas exactement dans la même situation. Et pour illustrer d'ailleurs ce point, je peux citer un fait divers. Au mois de mai 2022, il y a moins d'un an, le tribunal d'Angers, tribunal correctionnel, a absous un vétérinaire qui avait aidé un ami à lui à se suicider. Le prévenu, donc, avait été poursuivi par le procureur, avait prescrit en tant que vétérinaire un médicament pour une euthanasie, et puis il y a eu un détournement de finalité puisque la personne s'en est saisie et a commis ce suicide. Donc le prévenu, le vétérinaire, a été relaxé, c'est-à-dire que le juge a considéré qu'il n'avait pas commis de faute. Vous voyez, on voit bien ici la grande différence avec l'euthanasie, parce qu'il était, dit le juge d'Angers, il était dans un état de nécessité. Il ne pouvait pas éviter un mal autrement qu'en aidant son ami à se procurer ce poison. L'état de nécessité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour incarner une valeur, vous êtes obligé d'en sacrifier une autre. D'ordinaire, comme je l'ai dit, d'ordinaire, le suicide, on doit l'éviter, on doit assister une personne en danger. Quelqu'un veut se pendre, on va tout faire pour l'éviter. Normalement, c'est cela qui régit la vie en société, mais là, de façon exceptionnelle, pour éviter à ce malheureux atteint d'une sclérose latérale amyotrophique de renouveler un suicide. Ça faisait déjà 2 fois qu'il avait tenté de se suicider. Il suppliait son ami de l'aider à mettre fin à sa maladie. Il souhaitait mourir, sa volonté était réitérée. Et du coup, l'ami était dans une situation presque de contrainte pour éviter le péril d'une mort violente, d'un suicide non accompagné. Il a aidé son ami à se procurer ce produit. Donc, le suicide assisté, ça va être un peu ma deuxième partie, a pour lui un certain nombre d'arguments, mais il va falloir aussi voir les objections qu'on pourrait faire au suicide assisté, même si l'évolution de la situation en France, quand même, nous amène probablement vers une modification de la loi. Il suffit de suivre l'actualité, la conférence du débat citoyen. On se rend compte que cette conférence citoyenne
composé de 184 Français tirés au sort, qui s'est réuni sur plusieurs mois à Paris, a déjà fait un sondage avec 75% des membres de cette commission favorables à l'euthanasie, non, 75% au suicide assisté, 66% à l'euthanasie. D'ailleurs, intéressant de voir que ces chiffres sont plus faibles que les enquêtes d'opinion spontanées, ce qui montre que quand les gens réfléchissent à la fin de vie, ils sont toujours pour l'euthanasie, etc., mais de façon un tout petit peu plus modérée. Et ils se rendent compte que c'est vrai que ça pose un certain nombre de difficultés. Alors, le suicide assisté, donc, ses motifs, ce sont d'éviter une fin de vie difficile. Je viens de citer le cas des maladies neurodégénératives. Ici, la personne n'est pas en toute fin de vie, donc elle n'est pas éligible à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, puisqu'il faut attendre la toute fin de vie pour pouvoir bénéficier de ce droit. Elle sait que la médecine n'arrêtera pas la dégradation de son état, l'étouffement. Elle veut échapper à cette souffrance qui la fait déjà souffrir maintenant. Elle ne supporte pas cette perspective. Donc ça va être un garde-fou quand même important, parce qu'on voit très vite l'objection. Si vous autorisez l'euthanasie pour un cas de souffrance, où va-t-on ? 200 000 personnes chaque année en France tentent de se suicider. Alors, ça ne veut pas dire que celui qui rate son suicide voulait le réussir, hein, c'est compliqué. Mais il y a quand même 10 000 personnes qui réussissent leur suicide. Et alors, ce que permet le suicide assisté, c'est d'éviter un suicide solitaire, un suicide prémédité. Le suicide prémédité, il est organisé, mais à l'abri des regards extérieurs. L'individu organise son suicide, il élabore un plan, il essaie de déjouer la surveillance des tiers, et donc c'est une mort seule et souvent traumatisante, une mort violente par pendaison, en se tailladant les veines, par précipitation, par noyade. Toutes les formes de suicide ordinaires, les suicides non accompagnés, sont des morts violentes. Sont des morts violentes qui, au mieux, réussissent pour l'infortuné, parce que le suicide raté, c'est parfois aussi des séquelles très lourdes. Si les équipes de réanimation mettent en place une ventilation, une réanimation qui vous ramène dans un état de vie dégradé, plus dégradé encore que l'état dont vous ne vouliez pas avant, puisque vous voulez vous suicider. Donc vous êtes dans un état encore plus dégradé qu'avant. Donc ça, c'est la menace qui pèse sur le suicide ordinaire, le suicide non accompagné, c'est de se retrouver dans un état plus douloureux encore que celui dont on ne voulait plus. Mais dans le cas du suicide réussi, c'est quand même aussi dramatique. C'est dramatique pour la famille, dramatique pour les témoins, car un suicide est un acte immense, un acte qui remet en question la société et qui culpabilise la famille. Quoi de plus douloureux pour des proches que de survivre à la mort d'un des membres de notre famille qui s'est suicidé. Donc le suicide accompagné a la chance pour lui, la chance ou en tout cas l'atout, je dirais, l'atout d'éviter le suicide non accompagné, le suicide ordinaire qui va se traduire parfois par la découverte d'un corps pendu, des scènes traumatisantes dont les proches souvent ne se remettront jamais. Il doit être encadré de façon très stricte. Ce n'est pas une déception sentimentale qui peut
être bien entendu justiciable d'une demande de suicide. Dans les pays qui l'ont autorisé, il y a la maladie grave, incurable. Dans certaines associations en Suisse, c'est vrai qu'une vieillesse longue et pénible peut aussi être éligible à un suicide assisté, ce que les Suisses appellent les fatigués de la vie. Voilà, une vieillesse qui n'en finit pas. Vous êtes dans un EHPAD, vous avez 96 ans, plus personne ne s'intéresse à vous, on ne vous propose rien. Voilà. Et puis le handicap lourd, sévère. Alors, je vais quand même, parce qu'on doit déployer tous les arguments, m'interroger malgré tout sur les risques d'une autorisation du suicide assisté. D'abord, je voulais souligner que même si, au regard de l'euthanasie, le suicide assisté est un peu démédicalisé, c'est vrai, le médecin fait l'ordonnance et il se retranche de la scène, il retourne dans les coulisses, on n'entend plus parler de lui, c'est vrai, mais quand même, être face à une personne qui veut mettre fin à ses jours, c'est quand même un épisode existentiel fort qui l'engage sur un plan humain et professionnel à un très haut degré. Donc, je ne voudrais pas donner le sentiment que le suicide assisté, c'est quelque chose de banal, que seule l'euthanasie serait grave. Non, quand même, le moment où le médecin va rédiger l'ordonnance et se dire là, peut-être que ce patient, il va mourir, c'est un moment qui l'engage sur un plan humain et qui va l'amener à se poser des questions philosophiques sur les raisons valables qu'on pourrait avoir de se suicider. Alors, il y a la souffrance de la personne, mais imaginons que je veuille, parce que je suis gravement malade, me donner la mort, je vais voir un médecin, il est d'accord pour me prescrire le médicament, mais la famille n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, voilà un dilemme. Et si jamais la France s'engage dans la voie de la légalisation de l'assistance au suicide, il y a des tas de dilemmes dont on ne va même pas parler ce soir parce qu'ils ne nous viennent pas encore à l'esprit qui vont se manifester. C'est la raison pour laquelle le grand théoricien Montesquieu disait « Nous ne devons légiférer que d'une main tremblante ». Parce que quand on commence à changer la loi, on n'a pas à l'esprit tout ce qui va se passer. Il y a une sorte… la seule chose qui est prévisible, c'est qu'il va y avoir de l'imprévisible. Des choses à quoi… Oh, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. Il y a un effet domino qui se produit. C'est la raison pour laquelle le législateur, bon, avant de changer un texte, il s'assure qu'il n'y a pas déjà des textes existants, qu'on aurait juste un tout petit peu à amender sur les côtés. Bon, mais là, si on autorise l'assistance médicale au suicide, même si on sécurise, on balise bien le périmètre, n'empêche qu'il y a des tas de nouveaux problèmes qui vont surgir. Le premier, c'est donc celui de la famille. Si la famille n'accepte pas, et là, nous avons réfléchi, vous parliez de ma participation au comité éthique de la Ligue contre le cancer. Là, on voyait vraiment deux sensibilités différentes. Les uns ayant une culture plutôt individualiste, centrée sur l'autonomie du patient, qui disent on essaye de convaincre la famille, de respecter le choix du patient. On essaye, on dialogue, on va chercher un médiateur. Et si, au final, la famille est toujours réticente, elle devra s'incliner devant le respect de l'autonomie du patient qui sera aidé au suicide. Mais il y avait un deuxième courant dont je me sens plus proche, qui est de dire
on ne peut pas, le médecin ne peut pas résorber, réduire des souffrances par un moyen qui va générer d'autres souffrances. Parce que prendre pour principe qu'on pourrait, pour apaiser la souffrance d'un homme, d'un patient, prendre un moyen qui va provoquer la souffrance de ses tiers, je pense que ça ne peut pas être un principe d'action. Parce qu'avec un principe d'action comme ça, on pourrait dire à des proches qui sont opposés au prélèvement d'organes. Imaginez qu'on trouve sur la route un accidenté, il est en état de mort encéphalique, on retrouve dans son portefeuille un papier « Je suis pour le prélèvement d'organes, voici ma carte ». La famille est opposée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire, écoutez, on passe en force, vous n'êtes pas d'accord, mais lui, il faut respecter sa volonté. On peut faire ce choix-là. Ce serait un choix, quelque part, de sacralisation de l'autonomie individuelle. Mais pour ma part, mais ça peut se discuter, parce qu'en éthique, tout se discute, on ne peut jamais rien prouver. Moi, j'ai le sentiment que la médecine ne devrait pas s'engager dans cette voie-là et s'interdire, se poser une limite. Je ne peux pas dispenser un traitement qui va générer de la souffrance. Ou alors, vraiment dans des cas vraiment très exceptionnels, mais essayer absolument d'avoir l'adhésion de la famille, parce que sinon, si la famille n'est pas d'accord et que le patient meurt par suicide, ben les psychiatres nous le disent, la famille va vivre dans la mélancolie, va vivre dans l'humiliation, la honte, le remords, la culpabilité. On n'a pas su faire, on n'a pas su empêcher ce suicide. Donc, il faut que la famille accepte quand même, bon gré, mal gré, mais aller en travers, frontalement opposé à la famille, c'est quelque chose qui, pour moi, est un cran d'arrêt qui nécessite qu'on essaie encore de relancer la dynamique de la discussion, il me semble. Un deuxième élément de dilemme, c'est où est-ce que vont se faire ces actes d'aide au suicide? Eh oui. Est-ce que l'hôpital va accueillir des patients qui veulent être aidés à mourir? On pourrait d'ailleurs aussi poser le problème à propos de l'euthanasie. Où ces actes vont-ils être réalisés? Seront-ils réalisés au domicile du patient, dans une chambre d'hôtel, un logement Airbnb, à l'hôpital, une clinique privée, un établissement public? Là, on se retrouve dans des situations délicates et on entendra tout à l'heure, même dans 10 minutes, des soignants qui vont participer au débat et qui pourront se prononcer sur cet aspect symbolique dont je parlais tout à l'heure. L'hôpital, c'est un espace d'hospitalité. Est-ce que les soignants accepteront ce geste symbolique fort de médicaliser le suicide assisté? Alors, en Suisse, par exemple, les établissements publics ont vraiment été très réfractaires et finalement, il a fallu une ordonnance de l'État fédéral pour imposer à certains établissements de Genève, de Berne, je crois, il y en a très peu, mais à certains, on leur a quand même imposé cette égalité d'accès au suicide assisté, mais on sent qu'il y a quand même des résistances. Alors ensuite, d'autres problèmes se posent qui relèvent de la procédure, parce que si mon médecin est d'accord pour me faire la prescription, bon, on se doute bien qu'il m'a entendu une fois, 2 fois, il m'a demandé de revenir, et il m'a présenté des alternatives, il m'a parlé de soins palliatifs, d'aide psychosociale, d'ergothérapeute, enfin, il a déployé un trésor d'ingéniosité pour
et élargir tout l'éventail des possibles. Bon, au bout d'un moment, il se rend bien compte que non, moi, je veux vraiment être aidé à mourir. Mais que va faire le législateur? Est-ce qu'il laisse le médecin tout seul juger que la demande est recevable? Bon, on pourrait dire, écoutez, quand même, pour ce genre de décision irréversible, ce serait quand même bien de bénéficier d'une compétence d'un tiers de confiance, et pourquoi pas un psychiatre. Le psychiatre, n'ayant pas une connaissance du patient, va avoir un regard un peu décalé, un peu extérieur, et il peut être en mesure de détecter, pourquoi pas, une dépression à l'état latent, et donc contrer le diagnostic du médecin qui pensait, lui, que le patient avait son discernement et que donc la demande émanait de sa volonté autonome. Donc on pourrait imaginer un suicide assisté qui est filtré avec une sorte de procédure collégiale telle qu'on en met en place aussi pour la sédation profonde et continue, avec un risque qu'on voit très vite se dessiner à l'horizon. Est-ce que si je mets en place un dispositif collégial, je ne vais pas gripper le dispositif, le rendre ingérable? On imagine quelqu'un qui, dans une commune rurale, veut mourir. Il a sur place un médecin traitant, mais on lui demande quand même d'aller se rendre dans un hôpital pour que son dossier soit examiné par une commission éthique, etc. Bon, et qui veut faire partie de cette commission éthique? Est-ce que les gens auront le temps? Est-ce qu'ils en auront le désir? Est-ce que cette complexité administrative de tiers qui viendrait verrouiller le dispositif, est-ce que toute cette complexité ne va pas rendre l'aide au suicide dans les faits impraticable? Et j'entendais récemment à propos de la loi Claes-Leonetti quelqu'un dire... Vous savez, la loi Claes-Leonetti, elle n'est pas appliquée. Cela ne vient pas uniquement de ce qu'on manque de ressources. Vous savez pourquoi elle n'est pas appliquée? Parce qu'elle n'est pas applicable. Pourquoi elle n'est pas applicable? Bien parce qu'une sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est un acte technique qui réclame d'être supervisé constamment. Cela réclame un acte, c'est un acte professionnel, et donc ce n'est pas n'importe qui, n'importe quel citoyen dans un territoire, on pourrait dire dans une zone, j'aime pas tellement ce terme, de désert médical, qui peut avoir accès à une sédation profonde et continue, ne serait-ce qu'en raison de la technicité du geste. Et du coup, on pourrait se poser aussi la question, que se passera-t-il pour le suicide assisté et l'euthanasie, si elle est légalisée? Est-ce qu'il y aura une commission de contrôle des euthanasies et des suicides assistés, contrôle a posteriori ou a priori, qui veut y participer, etc. On voit bien qu'à vouloir verrouiller, sécuriser, on a vite fait de rendre le système inapplicable. Donc, j'ai proposé comme ça quelques questions pour arriver à quelques éléments de conclusion de mon exposé qu'on va pouvoir débattre. D'une part, pour dire, premièrement, que quand le Comité national d'éthique, en septembre 2022, a considéré dans sa conclusion qu'il n'y avait pas d'obstacle éthique à une application d'un droit d'aide à mourir en France,
il a considéré qu'il y avait une continuité entre le suicide assisté et l'euthanasie, que finalement, on peut permettre le suicide assisté pour des personnes, et puis pour celles qui ne peuvent pas se suicider, eh bien, on leur proposera l'euthanasie. Dans la première partie de mon exposé, ce que j'ai cherché à montrer, c'est plutôt que derrière cette apparente continuité du suicide assisté et de l'euthanasie, il y a en réalité une vraie rupture, puisqu'on convoque un tiers, on lui demande de faire un acte qui est quand même pas banal. Donc ça, il faut se méfier des mots, ne pas peut-être rapprocher exagérément le fait de donner la mort et le fait de donner la possibilité de la mort. Ensuite, concernant le suicide assisté, j'ai voulu montrer que les difficultés sur un plan éthique sont moindres, que le suicide assisté aplanit la difficulté au regard de l'euthanasie, me semble-t-il. Il y a moins de problèmes moraux, mais malgré tout, je ne voudrais pas non plus dédramatiser cet acte, et que de toute façon, le suicide assisté, comme d'autres formes de suicide, demeure une mort violente, demeure une mort qu'on ne peut pas souhaiter. Ce n'est pas la meilleure mort, probablement qu'une mort plus acceptable, même psychologiquement, serait une mort où l'on est accompagné jusque dans son dernier sommeil, sans avoir besoin de recourir au suicide assisté. Et je pense que, pour terminer, si il devait y avoir une aide active à mourir légalisée en France, je pense que ce serait préférable qu'on se tourne plutôt vers l'aide au suicide que vers l'euthanasie, mais que malgré tout, je crois que l'aide à mourir par le suicide assisté devrait rester rare, et que le principe fondamental reste la fraternité, cette valeur qui constitue avec l'égalité et la liberté le trépied de notre République, liberté, égalité, fraternité, et qu'il ne faudrait pas que le suicide assisté se banalise, qu'on oublie que quand même le principe qui doit nous servir de repère, c'est d'empêcher, de dissuader le suicide. Parce que sinon, si on banalise le suicide assisté, ce sera très difficile de faire comprendre dans nos politiques de prévention du suicide que de temps en temps le suicide est acceptable, dans d'autres cas il ne l'est pas. Il y a encore un problème symbolique qui peut se poser, raison pour laquelle probablement que le suicide assisté ne peut être qu'une solution par défaut. J'ai parlé des personnes qui ont une maladie neurodégénérative. On peut parler de certains cancers incurables. On peut parler aussi de redoutables maladies génétiques. Je pense à la Corée de Huntington. Il y a quelques cas quand même rares pour lesquels peut-être effectivement la loi actuelle n'a pas de réponse. Mais vous voyez que je reste très prudent et que je me garde d'une position bien définitive et arrêtée sur cette question difficile. Voilà, je vous remercie de votre attention. Un grand merci, Pierre Lecause, pour ce magnifique exposé. Je vous propose que nous débattions pendant une heure. Et ce que nous vous proposons, c'est qu'il y ait une question dans la salle, alternée avec une question avec les personnes qui se trouvent en visioconférence actuellement. Elle arrive. Oui, excusez-moi. Yvan Le Yorn, je préside aux destinées du comité du CTS 33. Voilà. J'avais plein de questions à la suite de votre exposé, professeur, mais malheureusement, pour des raisons physiques, je ne vais pas pouvoir rester. Vous venez de dire que
la loi Leonetti, telle qu'on la connaît, Claes Leonetti, était difficile à appliquer. Or, à supposer qu'on puisse modifier la loi demain, dans l'état actuel de nos connaissances et de notre système de santé, si d'un côté, cette loi qui existe, enfin, qui a le mérite d'exister depuis un certain nombre d'années, on ne peut pas l'appliquer, on peut penser, en tout cas, c'est la réflexion que je me faisais, on peut penser que s'il y avait une nouvelle loi, on ne pourrait pas plus l'appliquer, puisque en fait, il y a un certain nombre d'obstacles physiques et matériels. Donc ça, c'était ma première remarque. Et s'agissant des familles, et vous allez voir tout de suite là où je veux en venir, c'est que je suis de ceux qui pensent que la plupart de nos concitoyens ne connaissent pas les dispositions légales qui sont à leur portée. Et donc, très modestement, avec d'autres, je vais au-devant de nos concitoyens et je m'aperçois que, effectivement, ce que je pensais s'avère à la réalité. Entre 75 et 80% de nos concitoyens, aujourd'hui, la loi Leonetti, ne serait-ce que de cette loi, la plupart d'entre eux ne le connaissent pas. Et donc, c'est vrai, on pourrait toujours penser qu'une loi peut en chasser une autre, mais pourquoi en faire une autre si déjà la première, on n'arrive pas à l'appliquer? Voilà. Oui, bon, je n'ai pas tellement parlé de la loi Claes-Leonetti, hein, la loi existante, qui est une très bonne loi, qui a réussi à trouver un compromis entre, d'un côté, le respect de l'autonomie des personnes, le respect de la vie humaine, le devoir de compassion. Mais alors, pour simplifier, je dirais que dans le cas de la sédation profonde et continue, la personne va mourir et dans l'autre, elle veut mourir. Hein. C'est-à-dire que dans le cas de la sédation profonde et continue, elle est en toute fin de vie et on va favoriser une mort qui arrive et qu'on ne fait que accueillir, accepter. Et on essaie de faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible, alors que c'est vrai que les personnes qui entrent dans le cas d'une possible aide à mourir, ce seront des gens qui sont porteurs d'une maladie qui ne fera que se dégrader, mais qui ne sont pas en toute fin de vie. Donc, je répondrai à votre question que bon, on ne peut pas attendre que la loi soit appliquée parce qu'elle ne le sera jamais, vraiment. Mais une nouvelle loi, elle prendrait en compte d'autres demandes qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi Claes-Leonetti. C'est même une question de savoir si ce ne serait pas une toute autre loi, à la rigueur. Peut-être qu'on devrait faire carrément deux systèmes législatifs bien différents pour ne pas tout mélanger et penser que les soins palliatifs, ça peut être tantôt le suicide assisté, tantôt des antalgiques, tantôt l'euthanasie. Ça pourrait avoir un effet de confusion des esprits. Alors, ce que je pourrais vous dire aussi concernant l'état de ma réflexion au sujet de la loi Claes-Leonetti, c'est que dans le cas où une personne est sous assistance respiratoire, quelqu'un qui survit par des suppléances vitales peut refuser un soin. On sait ça. Bon, mais ça, c'est pour moi, on est déjà dans l'aide au suicide. Parce que si une personne est très lourdement handicapée, elle ne veut plus vivre, vous avez eu un grave accident de la route, vous ne survivez que par des suppléances vitales, vous voulez qu'on arrête les machines, vous refusez les soins. Bon, vous allez mourir, mais
la sédation profonde et continue jusqu'au décès qu'on va vous proposer à ce moment-là va être un petit peu une aide à mourir correctement. Donc, je crois que quelque part, ça ressemble un petit peu déjà à une forme d'assistance au suicide. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé que l'écart est important entre suicide assisté et euthanasie. Mais d'autres peuvent avoir une opinion différente. Alors, juste une personne en ligne demande effectivement pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à l'État justement, qu'il développe davantage les soins palliatifs, les équipes mobiles de soins palliatifs dans les territoires isolés pour apporter à tous une égalité de l'accès aux soins palliatifs sans être obligé de se déplacer dans un hôpital. Et donc effectivement, pourquoi vous dites que cette loi ne pourra jamais être complètement appliquée? Parce que, en droit, elle pourrait être appliquée. On pourrait imaginer une société d'abondance où des hôpitaux sont implantés dans tout le territoire avec le personnel compétent, les ressources technologiques. Mais au fond de soi-même, on sent bien qu'il y a un principe de réalité et que c'est quelque chose qui est très, très loin d'être à l'horizon d'une France dont je rappelle que le déficit s'élève à 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards d'euros de dette publique. Donc, il y a cette idée que de toute façon, ça ne se produira pas. Alors, ce qu'on peut espérer de l'État, c'est qu'il soit sensibilisé au problème de la fin de vie et que s'il autorise l'aide à mourir, que de façon contemporaine, simultanée, il augmente les moyens dévolus aux soins palliatifs. C'est ce qu'ont fait par exemple les Autrichiens, puisque l'Autriche a autorisé depuis janvier 2022 l'assistance au suicide, mais pour arriver à un consensus parlementaire, la loi a en même temps débloqué plusieurs centaines de millions d'euros dévolus aux soins palliatifs, dans l'espoir que justement, par une augmentation de l'aide des soins palliatifs, il n'y ait pas des demandes de suicide qui ne seraient pas indiquées, qui ne seraient pas appropriées, qui seraient simplement des demandes faute de disposer de soins palliatifs. Merci pour votre intervention très, très pertinente et très intéressante. Moi, j'avais une question. Vous avez dit qu'il y avait un médicament donc, qui donnait la mort en quelques minutes. Donc, ça sous-entend qu'il y a des laboratoires qui sont autorisés à fabriquer ce médicament. Donc, est-ce qu'il y a un cadre juridique et politique qui leur donne cette autorisation ? Ce sont des produits toxiques qui ne sont pas en vente. Le pentobarbital, c'est quelque chose qui peut être prescrit dans la médecine vétérinaire ou ne serait-ce que pour réaliser des expérimentations sur des animaux. On doit prévoir dans le protocole des produits euthanasiants. Il y a l'euthanasie du fœtus aussi. Quand la grossesse se poursuit au-delà du délai, mais que le fœtus est atteint d'une affection grave et incurable, on doit produire une euthanasie. Donc ces produits existent, mais sont très réglementés. Et il y a des tas de problèmes aussi qui se poseront de savoir qui peut et comment se procurer ces médicaments. Et comment les produire aussi. Oui. Et est-ce qu'on va fabriquer, de façon concrète, est-ce qu'il y aura des usines de production de ces produits? J'ai un autre commentaire d'une personne qui dit « A-t-on envisagé la répercussion d'une éventuelle dépénalisation de l'euthanasie sur des personnes qui voudraient continuer à vivre? Le fait que la société rappelle à ces personnes qu'elles peuvent demander la mort alors qu'elles ne la demandent pas, ne va-t-il pas les pousser à penser « Mais je suis de trop à ce point ?» Et donc… Oui, c'est une remarque très, très juste qui prolonge mon propos concernant la symbolique.
à savoir que la personne fait partie d'une catégorie de malades pour lesquels une euthanasie pourrait être autorisée. Je pense que sur le plan symbolique, sur le plan des représentations, c'est quelque chose qui est troublant, qui suscite un certain malaise. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas banaliser ce type d'acte. Et je voudrais ici vous inviter à lire la tribune d'un théologien hollandais dans Le Monde en décembre 2022. Son nom ne me revient plus exactement à l'esprit. Tauber, voilà, merci. Qui a alerté l'opinion publique française sur le fait que aux Pays-Bas, on a assisté, selon lui, à une certaine banalisation de ce type d'acte et qui l'interroge et même qui l'inquiète. Et il a expliqué dans cette tribune que lui-même avait été en quelque sorte un théoricien de l'euthanasie, mais qu'il avait dans son esprit, dans les tout premiers temps, imaginé que ce serait un acte strictement encadré avec des critères inflexibles. Et il a vu qu'au fond, aux Pays-Bas, finalement, l'euthanasie était demandée un tout petit peu plus chaque année, mais un petit peu plus chaque année, ça commence à faire, voilà, c'est 1%, puis après 2%, après 3%, 4%, et il invite la France carrément à ne pas suivre les Pays-Bas. Et c'est fut un véritable pavé dans la mare, parce qu'un des arguments souvent invoqués en faveur de l'euthanasie, c'est de dire, mais regardez à l'étranger, il n'y a pas eu de dérive, tout se passe bien, pourquoi nous, on ferait moins bien? Tout le monde n'est pas d'accord à l'étranger pour dire que les choses se passent bien en matière d'euthanasie. Bonsoir. Je voulais faire deux remarques. La première, je voulais revenir sur quand vous parliez du fait que symboliquement, on faisait l'hôpital qui était un lieu de vie allait devenir un lieu de mort. Il me semble que symboliquement, le passage s'est déjà effectué avec l'IMG, qui est très clairement cet acte-là qui est fait IVG puis IMG. Et je fais le lien avec ma deuxième remarque, parce qu'on voit bien aussi qu'entre le moment où l'IMG a été commencé et aujourd'hui, les demandes d'IMG n'ont plus rien à voir aujourd'hui avec ce qu'elles avaient à voir auparavant. Et je ferai donc parallèle avec ma deuxième remarque, qui était que vous avez terminé en disant, et je trouve que c'est peut-être ça qui rapproche suicide assisté et euthanasie, même si je suis complètement d'accord avec vous, c'est le fait qu'il me semble que là, on rentre dans quelque chose d'extrêmement nouveau. La loi Claeys-Leonetti, on n'est pas dans la volonté de mourir. Le patient va mourir parce que de toute façon, il va mourir et que là, on l'accompagne à ne plus souffrir. Là, vous avez bien dit, les gens, et c'est pour ça que ça pourrait être carrément une autre loi, c'est pour s'adresser à des personnes qui veulent mourir. Et que c'est la question de la volonté, et que du coup, la question que j'avais envie de vous poser, c'est si on commence à faire une loi qui, grosso modo, autorise l'aide à la mort parce que quelqu'un le veut, donc au nom de l'autonomie du patient, etc., de quel droit on va dire que, bon, alors celui-ci, sa volonté est légitime parce qu'il n'est pas tout à fait près de la mort, mais il n'est pas trop loin. Enfin, et du coup, quelle limite et quelle pente glissante, comme on a... Bon, voilà. Oui, alors c'est vrai que ce problème se pose, comme vous l'avez dit, à propos de l'interruption médicale de grossesse. Puisque dans certains CPDPN, ces centres de diagnostic pluridisciplinaires, il y a certaines équipes qui vont considérer, par exemple, qu'un fœtus auquel il manque un bras, ce fœtus est frappé d'un mal grave, incurable, qui est une demande des parents qu'il faut prendre en compte et on va accéder à leur demande, alors que dans un autre centre, on considérera que ce n'est quand même pas un mal, c'est un mal d'avoir un bras en moins, bien sûr, mais ce n'est pas un mal au point
de ne pas avoir droit à la vie. Et d'ailleurs, on retrouve ici aussi la question qui a été évoquée tout à l'heure. Quand une femme est enceinte et que son enfant, l'enfant qu'elle porte en elle, est atteint d'une mucoviscidose, d'une myopathie de Duchenne, elle peut demander l'interruption médicale de grossesse. Et donc, eh bien, les personnes qui, dans notre société, ont une mucoviscidose ou une myopathie de Duchenne, ils ont aussi ce problème de représentation d'eux-mêmes comme pouvant être ceux qui sont passés à travers les mailles du filet. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire pour corriger ce problème? Rien. Rien, parce que je parle de cette loi qui existe maintenant depuis 1994 et Bernard Bioula qui a participé en amont. On a considéré que les interruptions médicales de grossesse sont faites au motif d'une situation grave et incurable, mais après, c'est de façon clinique les équipes qui font du cas par cas. Et la règle du cas par cas va être le juge de paix. Et effectivement, vous aurez, si on accepte une loi sur l'euthanasie ou le suicide assisté, vous aurez des régions dans lesquelles on en pratiquera plus qu'en d'autres. Ce qu'on voit d'ailleurs en Belgique, où clairement, il y a des régions où il y a beaucoup plus d'euthanasie que dans d'autres. Donc, le législateur, lui, donne des grands repères d'ordre général. Il ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais après, dans les détails, il va y avoir de la subjectivité. Et ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas gérer. Et d'ailleurs, même sur un plan déontologique, il y a un article du Code de déontologie qui prévoit que le médecin ne peut pas aliéner son indépendance pour quelque motif que ce soit. Donc, il est protégé de manière à ce qu'il puisse prendre des décisions en conscience, parfois au mépris des règles, de ce que réclame la Haute Autorité de Santé. On lui préserve quand même un petit espace clinique où, dans l'intimité du colloque singulier, il peut prendre des décisions qui ne seraient pas les mêmes qu'un confrère qui, lui, serait choqué par une telle décision. Oui, allez-y en visio, Monsieur de la Rivière. Oui, vous m'entendez? Oui. Du coup, je suis un peu embêté de poser cette question parce que vous y avez en partie répondu. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention qui était très intéressante et on voit bien la complexité de ces questions. Et je voulais revenir sur les critères d'éligibilité. Vous en avez parlé, qui, moi, me mettent vraiment en difficulté au nom du respect de l'autonomie du patient. On lui renvoie l'idée que lui seul est juge de l'intensité de sa souffrance. Comment, de l'autre côté, on pourrait imaginer des procédures collégiales et remettre de la toute-puissance médicale. Ce qu'on reproche aujourd'hui beaucoup, c'est de dire que le malade doit être décisionnaire et, au nom de son autonomie, doit donner un avis sur ce qu'il souhaite en termes de vie et de mort. Remettre de la toute-puissance médicale à un médecin qui dirait celui-là oui et celui-là non. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, aujourd'hui en Belgique, il y a la possibilité, ou en Suisse, d'avoir accès au suicide assisté ou à l'euthanasie pour une fatigue de vivre. Et je pense qu'on sortira de ce cadre dont vous avez parlé, que peut être la Corée de Huntington, la sclérose latérale amyotrophique, pour progressivement aller vers ce type de demande. Et effectivement, probablement, on enverra un message assez négatif aux personnes les plus vulnérables. Oui, on aura beau faire, imaginer n'importe quelle loi, on sera toujours insatisfait parce que la mort sera toujours un problème pour les êtres humains. Et c'est vrai que si on imagine une loi qui répondrait à tous les critères, qui satisferait tout le monde, là, on est vraiment dans l'illusion. Et ça, il faut quand même que les citoyens, tout le monde, le législateur se rendent compte que la mort, ce n'est pas facile pour nous humains, ça n'a jamais été facile. Et ça sera toujours du bricolage en définitive. Bonsoir.
Vous avez parlé d'action directe et action indirecte tout à l'heure, en disant qu'une action indirecte posait toujours moins de problèmes qu'une action directe. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui moralement justifie du coup qu'une action indirecte, elle soit moins mauvaise qu'une action directe, quand la conséquence est la mort, quand la conséquence est la même, c'est-à-dire que la personne va mourir. Alors, c'est vrai que si la personne se suicidait systématiquement, on pourrait trouver qu'en effet, les deux actes se rapprochent, mais les études montrent que, par exemple, en Oregon, qui a légalisé le suicide assisté depuis 1995, la moitié des gens, à peu près, sont tranquillisés, ne prennent pas le produit. Après, je dirais aussi que la liberté elle est plus garantie dans le suicide assisté que dans l'euthanasie. Pourquoi ? Parce que dans le suicide assisté, au dernier moment, je peux toujours me dire non, pas aujourd'hui, demain. Dans l'euthanasie, bon, imaginez que vous ayez demandé l'euthanasie, le médecin se rapproche de vous, bon, vous avez toujours le droit au dernier moment de dire non, mais finalement, j'ai bien réfléchi, j'ai envie de voir le match de ce soir. Bon, à ce moment-là, évidemment, le médecin ne va pas vous euthanasier. Mais les psychologues sociaux nous ont appris que quand même, quand on s'est engagé, ils appellent ça la théorie de l'engagement, dans un processus avec des précisions spatio-temporelles, on est un petit peu piégé. Le bon sens, d'ailleurs, dit bien, vous êtes fait prendre au jeu, vous avez mis le doigt dans l'engrenage, vous vous êtes pris les pieds dans le tapis. Toutes ces expressions restituent bien une intuition qui était explicitée par la psychologie sociale, à savoir que quand vous avez donné des précisions pour une décision, un engagement, vous êtes un peu pris au piège. Pas complètement, mais vous avez moins de chances de, au dernier moment, dire non, mais finalement, je me repens. Par exemple, là, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir. Quelqu'un, un thérapeute charismatique, me parle de sa communauté spirituelle, il veut m'attirer un peu dans ce qui ressemble à une secte. Hein. Bon, moi, si je lui dis « oui, je viendrai vous voir », là, il y a très peu de chances que j'y aille, parce que je ne me suis pas engagé. Je dis « oui, je viendrai ». Mais par contre, s'il a réussi dans l'échange à me faire dire que, alors, samedi, là, le 1er avril, à 14h, de 14 à 16, à tel endroit, vous venez ? Oui. Si je dis oui, à ce moment-là, vous voyez, je me suis engagé dans quelque chose de concret. Je peux toujours me désengager en disant que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Moi, samedi, c'est pas très crédible. Hein. Et vous voyez, ça va être déjà plus dur. Et on a fait des enquêtes où on montre que 20% des gens n'arriveront pas à se dépêtrer de ce processus. C'est la raison pour laquelle j'aurais tendance à penser qu'un quelqu'un qui est engagé dans une démarche de suicide assisté ne se sent pas redevable vis-à-vis du médecin, alors que celui qui a demandé l'euthanasie, il se sent déjà, il est plus en position de faiblesse. Alors, il y a une personne qui dit effectivement, je suis gênée qu'on dit qu'il faut absolument avoir l'aval de la famille dans le cas du suicide assisté ou même du don d'organes pour ne pas que le soulagement d'une souffrance d'une personne entraîne la souffrance de l'entourage. Il donne l'exemple de beaucoup de femmes ont accepté la violence d'hommes pour ne pas mettre en péril leur famille et l'ont payé de leur vie. Certes, les morts appartiennent aux vivants, disait Montaigne, mais de là à ne pas respecter leur dernière volonté. Voilà. Oui, non, j'ai pas d'objection. Hein, c'est vraiment un sentiment de malaise que je ressens à l'idée d'une décision qui serait imposée contre la volonté des familles. Mais là, après, vous savez, dans le domaine de l'éthique, il y a une place pour les émotions. Des émotions qui sont un peu comme des ressorts intuitifs qui sous-tendent des argumentations. Et moi, là, c'est vrai que l'idée d'une famille qui se retrouverait, eh bien, il s'est suicidé, ah bon, et qui apprend qu'il s'est suicidé,
voilà, qui n'a pas eu le temps de dire adieu, qui n'a pas le temps de dire oui. Ce scénario provoque en moi une émotion de bouleversement qui fait que je résiste, mais je ne suis pas loin de me laisser convaincre. Je reste ouvert à la réfutation. Merci. On avait posé dans votre exposé la question du comment, du pour qui, quel cadre, du où éventuellement. Mais je reviens sur la question de madame qui avait parlé d'actions directes et indirectes. Donc, vous dites que quand les gens ont cette possibilité, ils sont parfois tranquillisés et en fait ne recourent pas à la solution et vont jusqu'au bout sans finalement parce qu'ils sont tranquillisés par le choix. Ouais. Mais est-ce que dans d'autres endroits, c'est posé le problème de mort par anticipation, de personnes qui auraient peur de dépasser un stade où ils ne pourraient plus accomplir le geste. Donc, du coup, quelque part, qui meurent plutôt dans le sens voilà, qui ne vivent pas certaines choses qu'ils auraient pu vivre, de peur de dépasser ce stade de perte d'autonomie. Oui, ben ça c'est un des problèmes qui se posera inévitablement hein, si on autorise l'assistance au suicide. Est-ce que, par exemple, je peux, dans mes directives anticipées, dire qu'en cas de maladie d'Alzheimer, même si je n'ai plus tout à fait mon discernement, je ne veux pas que vous vous fassiez entrave à ma demande de suicide. Parce que dans les premiers temps de la maladie d'Alzheimer, j'ai encore mon discernement. Donc, si je veux mourir, qu'on ne vienne pas me dire que, de toute façon, j'ai une perturbation neurologique qui abolit mon discernement. Donc, à ce moment-là, je pourrais prévenir l'objection que va me faire le prescripteur en me disant « Monsieur, madame, vous n'êtes plus dans votre état normal, ce n'est plus possible, vous n'êtes plus éligible au suicide ». À ce moment-là, on pourrait toujours faire valoir la famille. Regardez, il avait prévu ce cas, il avait bien réfléchi et ce serait dans les directives anticipées. On pourrait imaginer ça. Alors, pour dire que les législations sont variables, dans l'État d'Oregon, si vous n'avez pas utilisé votre produit au bout de 6 mois, vous devez le rendre. Alors, une autre question. Donc, existe-t-il des études longitudinales faites dans les pays expérimentant le suicide assisté et ou l'euthanasie sur les répercussions psychologiques et la santé mentale des proches des personnes ayant abouti leur suicide assisté et sur celle des médecins et ou des bénévoles d'associations qui ont suivi, accompagné ces personnes, pardon. Oui, là, c'est tout le problème des études d'impact en termes de qualité de vie. Ce sont des études qui ne peuvent être que partielles parce qu'elles appellent des méthodes de sciences humaines et sociales. Les méthodes des sciences humaines et sociales, ce sont des enquêtes par entretien, des entretiens directifs, semi-directifs. On enregistre les gens, puis après on interprète les résultats, mais ce sont toujours des petits échantillons. Alors sur les études que moi j'ai pu consulter sur cette question, on voit qu'effectivement les gens qui survivent à quelqu'un qui a commis un suicide par assistance au suicide sont quand même dans ce sentiment de culpabilité, de honte, de dépression, de remords, ce sentiment d'échec. Mais voilà, ce sont des sciences humaines. Alors, je serai le dernier à dire du mal des sciences humaines puisque je fais partie de cette discipline, de cette corporation. Mais c'est vrai que nos outils, ils sont par définition limités. Et quand on veut avoir une plus grande population, un échantillon qui soit plus représentatif, à ce moment-là, on va perdre en finesse d'informations. Et vous voyez, c'est très difficile de produire vraiment un savoir scientifique sur la qualité de vie. J'ai par exemple une étudiante à moi qui fait de la psychologie sociale. Je suis en codirection avec un psychologue. Elle travaille sur le vécu des familles après une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Bon, je vois bien qu'elle essaye un maximum de récupérer de l'information auprès de ceux qui pratiquent la sédation. Ce n'est pas souvent déjà. Et puis d'aller voir la famille et après elle essaie de faire monter un petit peu les matériaux qu'elle a à sa disposition.
Mais bon, voilà, elle en tire des enseignements très provisoires sur le malaise des proches qui survivent à une sédation profonde et continue, qui ne comprennent pas bien ce qui se passe, ce patient qui n'en finit pas de mourir, qui émet des sonorités. Voilà, pour elle, il y a un malaise autour de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, de même que dans l'autre étude de psychologie sociale que j'ai lue, il y a un malaise après le suicide assisté. Maintenant, est-ce que c'est de la science, au sens où la médecine produit de la science? Non. Ce sont des études qui demandent à être complétées, rectifiées dans le temps. Oui, bonsoir. Moi, je voulais revenir sur le parallèle avec l'interruption médicale de grossesse, parce que ça me questionne beaucoup autour de ce débat. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait que, alors je ne connais pas le contexte du débat au moment où ça s'est fait, mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a eu des... Vous parliez tout à l'heure de valeurs qui pouvaient prendre le pas sur d'autres valeurs dans les décisions. Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à cette loi et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on réfléchit à accompagner la mort de quelqu'un qui va être dans une situation incurable, avec un handicap, avec une condition de vie que l'on peut peut-être juger pas digne d'être vécue, eh ben on est de nouveau dans un débat qui est très animé et très compliqué. Enfin, ce parallèle est-ce que ça a été plus simple dans la circonstance de l'interruption médicale de grossesse ou est-ce que c'était les mêmes questions et qu'est-ce qui pour vous fait la différence? Ouais, alors, je crois que Bernard Bouillac voudrait dire quelque chose là-dessus. Ouais. Attendez, professeur. Ouais. On inscrira dans la Constitution le droit à l'aide active à mourir. Ouais. Le droit à l'aide à mourir, pour que ce droit ne soit pas remis en question, on pourrait imaginer qu'on l'inscrive dans la Constitution. Voilà, pour prolonger le parallèle qui est fait. Alors, du coup, oui, alors ce que je peux dire, moi, ça fait 20 ans que je m'occupe de problèmes d'éthique médicale. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger, puisque je crois que vous êtes venu à Marseille. J'ai remarqué en 20 ans qu'il y a vraiment une polarisation des esprits sur les deux extrémités de la vie. Ce qui suscite le plus de passion, qui cristallise le plus de conflictualité, c'est vraiment le début de la vie et la fin de la vie. Et là, je pense qu'il y a des éléments qui nous dépassent, qui peuvent avoir à faire avec le cerveau reptilien, que sais-je, des instincts irrationnels, une pulsion de vie, de mort. Il y a un fond d'irrationalité derrière ces débats qui ne sont jamais complètement sereins. Avec une violence, parfois, les gens quittent la pièce, ne peuvent plus discuter ensemble. C'est pour ça aussi qu'on est là. Hein. C'est heureusement qu'il y a des espaces comme celui-là où on peut se poser, on n'est pas sur un plateau de télé, on peut déployer un petit peu des arguments rationnels. Mais dans la vie publique, dans les familles, dans les cafés, dans les brasseries, alors là, ça prend tout de suite très vite une tournure plus passionnelle. Oui. Excusez-moi juste, monsieur, parce qu'on ne va pas vous entendre si vous ne parlez pas dans un micro. Je vais juste poser une question puisqu'on avait dit qu'on alternait. Alors, ne pensez-vous pas qu'il y a une éducation en amont à faire auprès de tous pour rendre le sujet de la mort moins tabou? Oui, je pense. Je pense que les médecins se trouvent confrontés à des problèmes qui viennent de ce qu'en amont, on a évité de se confronter à la mort. Ce n'est pas un phénomène nouveau, hein, puisque Montaigne déjà décrit dans les essais, je parle de Montaigne, je ne peux pas ignorer à Bordeaux la référence à Montaigne, qui parle de ses contemporains qui dansent, qui chantent,
qui s'amusent et quand la mort survient, ils sont complètement paniqués. Ils n'ont pas préparé la mort. Et là, on est quand même au XVIe siècle. La Rochefoucauld dira aussi au XVIIe siècle, ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face. Donc, être confronté à la mort est un exercice très difficile pour l'esprit humain. Ce n'est pas nouveau, mais peut-être que notre société est allée encore plus loin dans le déni de la mort que les sociétés antérieures. Peut-être qu'aussi le déclin de la religion, la désacralisation de la vie humaine, le fait qu'on pense qu'après la mort, il n'y a rien, peut-être joue aussi dans cette dramatisation de la mort qui devient le néant absolu. Il y a aussi un élément de superstition qui rentre en jeu, parce que, par exemple, pourquoi les gens ne veulent pas rédiger les directives anticipées? La plupart ne les rédigent pas. Est-ce que c'est parce qu'ils sont mal informés? Ils sont mal informés, oui. Mal informés, probablement pour une partie, mais pour une autre partie aussi parce qu'ils ne veulent pas que ça leur porte malheur. Signer un document qui parle de ma mort, ce n'est pas forcément facile, y compris pour des gens qui connaissent cette possibilité. Ils sont pas tellement, bonjour, ils sont pas tellement au courant. On est plusieurs dans la salle à être visiteurs de malades. On fait partie d'une assoce qui s'appelle VMEH. Et donc, on visite dans les EHPAD. Moi, je visite dans un centre de soins de rééducation. Il y a des personnes très âgées, la moyenne d'âge progresse de plus en plus. C'est des personnes qui sont tombées chez elles et puis qui viennent suite à des petites opérations. Et arrivées à un certain âge, elles sont plus motivées en disant je suis une charge pour mes enfants, franchement, j'ai 99 ans, qu'est-ce que je fais là? Alors, qu'est-ce qu'on répond? Il y en a beaucoup qui me le disent, hein, franchement. Et puis, quelle est votre opinion? Mais je m'appelle Pignon, justement. C'est compliqué. Appelez-moi François. Non, mais c'est vrai que c'est difficile de leur remonter le moral. Et puis, les familles sont très souvent fâchées. Hein, il y a des gens qui ne viennent pas du tout au centre. Les enfants travaillent, les petits-enfants travaillent. Mon fils, c'est compliqué. Ils n'ont plus de motivation. Alors, c'est vrai que c'est... qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur dire, si, accrochez-vous. Moi, sans vouloir parler de moi, j'ai une vieille maman qui a 99 ans le 3 avril. Je lui ai dit, je vais voir une conférence sur la fin de vie. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Tu ferais mieux d'aller voir un psy. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Elles ne sont pas motivées, ils ne sont pas motivés pour vivre. J'ai accompagné un monsieur qui est décédé à 116 ans, là. C'était bien, mais je ne voudrais pas être à sa place, quoi. Voilà. Peut-être que... C'est pareil. Alors, en tout cas, pour la mort, pour en revenir à la mort, je précise que la mort faisait partie du programme de philosophie en terminale jusque dans les années 1980, puis après, on a éliminé quand même. Donc, il y a aussi... il y a quand même une volonté aussi de ne surtout pas évoquer ce problème, de peur que ça donne des idées noires. Voilà. Oui, mais je serais pour ces... Oui. Voilà, absolument. Pourquoi pas, pour ces personnes, une aide à mourir? S'ils la demandent. S'ils la demandent, c'est-à-dire mettre à leur disposition un produit dont ils savent que l'ingestion entraînera la mort. Alors, il y a peut-être je ne serai pas, même si je suis extrêmement prudent et timide, embarrassé par ces questions-là, mais vous me poussez dans mes derniers retranchements. Donc,
il faut que j'ai le courage de mes positions. Je ne serais pas opposé à l'aide au suicide pour ces personnes, mais il y a une mort quand même qui me paraît la plus inhumaine de toutes, c'est la mort dans la solitude. Voilà. Et que si cette personne, elle a un produit, elle a un verre à côté d'elle, elle veut, ça n'a plus de sens, quoi. Je veux que ça se termine. À ce moment-là, s'il y a ses proches, mais ça renvoie à la question d'avant, qu'il faut qu'on, intellectuellement, il faut qu'on avance un petit peu, qu'on mûrisse, qu'on se comporte comme des adultes. Hein. Kant déjà disait « ose te servir de ton entendement ». Il faut que l'humanité sorte de l'état de minorité, qu'elle entre enfin dans la majorité et qu'on ait le courage d'affronter cette question, la mort. Comment ça va se terminer? On sait tous qu'on va mourir, parlons-en. Oui, alors, il y a une personne en ligne, mais Madame Doga, mais il faudrait que vous réactiviez votre micro si vous voulez parler. C'est ce que je viens de faire. Je vous remercie. Je vais même activer la caméra. C'est plus confortable quand même de pouvoir se voir. Alors, merci pour cette soirée, cette présentation. Vous avez évoqué, on a évoqué le fait que la mort soit un sujet tabou. Je voulais revenir sur les directives anticipées. Je vous rejoins sur le fait qu'il est quelquefois difficile pour un être humain de se projeter sur sa propre finitude et de pouvoir rédiger de manière consciente et la plupart du temps quand on est plutôt en bonne santé, pouvoir se projeter sur ce que sera sa fin de vie. Un des gros avantages que je vois sur le fait que la loi ait introduit ce principe des directives anticipées, c'est que justement, ça permet de parler du sujet, de l'évoquer au sein de la famille. Il faut désigner une personne, un tiers de confiance. Je trouve que c'est même si on ne va pas au bout de la démarche, c'est un élément déclencheur pour ces échanges et ce dialogue autour de la mort. Peut-être une manière de désacraliser et de ramener la mort dans peut-être pas nos préoccupations quotidiennes, mais dans la vie. Je voulais dire également que je suis très sensible à ce que vous avez dit sur cette opposition entre le suicide assisté et le suicide solitaire et traumatisant. Je crois que ça, c'est un élément aussi en termes d'humanité et de fraternité qui me paraît essentiel. On a évoqué également, et vous l'avez fait avec des mots très justes, la souffrance des familles, mais à travers les échanges que nous pouvons avoir sur cette thématique-là, hein, puisqu'elle est au cœur de l'actualité, je crois qu'il ne faut pas non plus négliger la souffrance des familles face à la souffrance de la personne en fin de vie, de la personne qui souhaite en finir, qui supplie son entourage de l'aider à mourir. Et alors oui, analyser la souffrance des familles qui ont été confrontées aux différentes alternatives proposées, aux techniques que vous évoquiez, mais n'oublions pas également, et alors je n'irai pas jusqu'à donner des éléments dont je ne dispose pas, hein, savoir quelle est la proportion entre le nombre de familles confrontées à la souffrance d'un proche sans pouvoir la soulager et répondre à sa demande d'en finir, avec la souffrance des familles qui, elles, seraient confrontées au suicide assisté d'un de leurs proches. Voilà, ce sont quelques éléments que j'ai en tête depuis déjà quelque temps et puis que je voulais partager avec vous à la faveur de cette conférence. Et je voulais aussi remercier les organisateurs de nous avoir permis de vous entendre et puis d'avoir cet échange, comme vous le disiez, dépassionné, si tant est qu'on puisse dépassionner le sujet. Voilà, désolée d'avoir été un peu longue, mais je voulais revenir sur ces points. Merci pour votre écoute. Merci.
Merci pour ce complément, ce prolongement qui n'appelle pas vraiment de réponse. Merci. Oui, moi je voulais revenir sur quelque chose. Vous avez conclu en disant liberté, égalité, fraternité, et vous avez commencé votre intervention en parlant d'un procès d'un monsieur qui est allé au tribunal à Angers et où le juge a estimé que c'était un acte de fraternité. Voilà, je trouve que c'est un peu antinomique. Enfin, je l'ai compris comme ça. Il n'a pas utilisé ce terme-là de fraternité, mais j'ai un peu compris ça. Un état de nécessité où effectivement, pour éviter un mal absolu, il a commis un mal relatif. Mais parce que pour moi, ça peut être un acte de fraternité aussi d'aider quelqu'un à mourir. On peut l'entendre. Oui. Alors, oui, voilà, l'état de nécessité est légal. Enfin, c'est un concept juridique, hein, c'est même pas un concept éthique. Ceci étant, la subjectivité du juge intervient sûrement aussi, parce que le juge, il a plein d'outils à sa disposition, il a un millefeuille de normes et il peut faire activer les normes qui lui paraissent les plus appropriées. Dans le cas d'Angers, ce qui est intéressant, c'est que quand même la personne avait déjà 2 fois tenté de se suicider, ce qui montre quand même l'importance aussi dans les critères d'éligibilité de la réitération. Il ne faut pas que ce soit un acte spontané, j'ai envie de me suicider. Ce qui va être le critère d'authentification de la demande, c'est vraiment sa récurrence dans le temps. Ouais. Oui, mais alors, il peut y arriver. C'est vrai que si vous vous jetez du haut d'une falaise, vous allez mourir. Mais voilà, ouais, c'est violent. Il y a une question, une personne qui demande s'il existe des études sur les Français qui partent à l'étranger pour une euthanasie ou un suicide assisté, donc je suppose en termes de nombre. Et... Voilà, peut-être les médecins seraient plus habilités que moi. Je pense qu'en Suisse, c'est quelques dizaines de cas par an, mais ce n'est pas, et même en Belgique, ce n'est pas énormément de personnes, mais c'est vrai que ça pose un problème moral dont on n'a pas parlé ce soir, de savoir que certains de nos concitoyens, moyennant la somme de 10 000 €, vont accéder à un suicide assisté en Suisse. Ça nous reste un peu en travers de la gorge quand même, parce que c'est un manquement évidemment à l'égalité d'accès aux soins et on a envie de se dire que ce serait mieux si on pouvait gérer chez nous ce type de situation. Alors bonsoir, moi j'avais une question sur le cas particulier des personnes qui souffrent terriblement de troubles psychiques. Parce que du coup, moi l'expérience que j'ai surtout, c'est celle puisque vous parliez de finalement s'il n'y a rien qui accompagne, encadre, etc. Moi j'ai surtout une expérience marquante d'un patient très gravement schizophrène qui avait par exemple une conscience assez douloureuse de son trouble. Alors pour lui c'est réglé, il est mort, mais de fait il s'est jeté par la fenêtre, il a atterri dans la rue, la cellule d'urgence médico-psychologique a dû prendre en charge tout. Et pour autant, et c'était un malade très malade, mais qui n'était pas malade ni 24 heures sur 24, ni à 100%. Et alors, quand on voit que la limite, si vous voulez, et ça c'est bien normal, parce que je connais plein de situations aussi de patients qui souffrent de mélancolie et qui ont un très très fort envie de mourir à un moment donné, puis qui se rétablissent et on se dit on n'aurait pas dû évidemment les entendre à ce moment-là, mais néanmoins je me dis est-ce que ces malades psychiatriques, pour certains incurables, gravement malades, est-ce qu'eux ils ne risquent pas d'être discriminés par le fait même que leur pathologie met en cause le jugement, le raisonnement, etc. Et pour autant il y en a quand même aussi qui souffrent beaucoup, quoi.
Oui, vous venez de faire ce qu'on appelle le coup de pied de l'âne. Le coup de pied de l'âne, c'est la petite vacherie de fin de conférence débat. Parce que, non, je plaisante, hein, mais simplement, ce que vous faites ressortir, c'est qu'on n'arrive pas à se dépêtrer de certaines contradictions. Parce qu'en effet, on pourrait écarter les personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques des candidats éligibles à un suicide, mais effectivement, comme vous le soulignez très justement, on se retrouve dans une impasse puisqu'on accentue le caractère discriminant de la maladie psychiatrique en disant bah, vous, finalement, oh bah non, mais nous, vous, c'est pas sous-entendu, vous n'êtes pas vraiment des personnes humaines. Et donc, c'est pour ça que je dis que votre intervention fait mal quand même, parce qu'elle pointe un élément qui est une espèce de point aveugle et avec lequel il va falloir aussi composer, parce qu'on aura, en dehors des cas que vous soulevez, des gens qui seront un peu déprimés. Mais comment ne pas être un peu déprimé quand vous avez une grave maladie neurologique ou un cancer incurable? Si on commence à éliminer les gens qui ont des problèmes psychologiques, il ne va plus rester grand monde. Ouais. Alors, ce cas, hein, il est discuté de façon assez aiguë au Canada et aux Pays-Bas, parce que l'argument que vous faites valoir est brandi, en effet, par des associations de patients qui sont atteints de troubles psychiatriques et qui se scandalisent d'être considérés comme des sous-humains n'ayant pas droit au même accès à l'aide à mourir que les autres. On ne vous entend pas, il n'y a plus de micro. Qui vont se faire euthanasier à l'étranger pour 10 000 €, je suis d'accord, ça fait mal quelque part, mais vous avez dit, vous avez parlé d'inégalité aux soins. Est-ce que vous maintenez vraiment ce terme? Moi, ça me choque un peu. Ouais, c'est une question effectivement embarrassante. Qu'est-ce que soigner? Vous savez que même déjà pour la sédation profonde et continue, la question s'est posée. Il y a des professionnels de santé qui se demandaient si c'était vraiment un soin, puisque pour eux, le soin est lié à une interaction avec une personne. Et se retrouver devant un corps qui reste animé, mais avec laquelle on n'interagit pas, ça leur paraît déjà échapper aux soins. Est-ce que le soin, le mot soin, oui, est-ce que ce serait un soin limite? Je crois que si ce n'est pas un soin, à ce moment-là, il faudrait que l'euthanasie, si elle est autorisée, puisse être faite par un tiers de confiance. Est-ce que la société est prête à ce que des tiers, le boulanger peut euthanasier le boucher? Ouais. Ouais. Alors, ceci étant, même quand la personne est morte, on la soigne, on prend soin, y compris après la mort.
Alors, c'était concernant effectivement le suicide assisté. Il y avait différentes questions. Est-ce qu'il existe une typologie du candidat au suicide assisté? Et une autre personne qui demande, vous mettez sur le même plan le suicide sans maladie grave et incurable et le suicide assisté. Donc, je suppose, alors, en référence à la situation danger et la notion de réitération. Aussi, est-ce qu'il est possible de mener une politique de prévention du suicide dans un pays qui propose le suicide assisté? Oui, ce sont des points, je crois, qu'on a abordés. Il faut avoir conscience des contradictions, des risques. On ne peut pas avancer la fleur au fusil. Et à partir du moment où on autorise même de façon très rare le suicide assisté, c'est sûr qu'on a intérêt à avoir derrière un discours de prévention du suicide, de bien sensibiliser les gens au fait que ce ne sont que pour des maladies très particulières, très graves, incurables. Il y a tout un travail, effectivement, pour que ce ne soit pas la confusion dans les esprits, parce qu'il vaudrait mieux ne pas toucher à la loi que de faire n'importe quoi. Je crois que j'aurai un propos assez consensuel. C'est pour ça que je vais peut-être m'arrêter là. Alors, nous arrivons sur la fin de notre conférence. On va prendre une dernière question. Monsieur Biolac. Je voudrais poser une question et dire deux mots. Est-ce que vous pensez que dans l'esprit de certains, y compris dans ce qui existe déjà dans les pays qui ont autorisé soit l'euthanasie active, soit le suicide assisté, soit même les deux, qu'il puisse y avoir une idée utilitariste. Oui. Alors, l'utilitarisme dans l'aide à mourir, ça me fait penser un petit peu à ce que disait tout à l'heure la personne quand elle est intervenue pour dire que quand on abrège les souffrances d'un patient, on abrège aussi souvent la souffrance de l'entourage. Donc, dans ce cas, un raisonnement utilitariste qui consiste à dire une action est morale quand elle a pour conséquence de réduire la souffrance, à ce moment-là, d'un point de vue utilitariste, l'action est valable. Alors là, voilà, on pourrait aussi raisonner de façon utilitariste, mais non plus en termes de conséquences sur la souffrance de l'entourage, mais en termes de conséquences économiques. Évidemment, personne ne préconisera une euthanasie utilitariste. On n'a encore jamais rencontré personne dire « moi, je pense qu'il faudrait faire des économies » et donc, voilà. Enfin, il n'y a personne de très sérieux dans les débats, j'en ai jamais vu en 20 ans. Alors, mais je vais aller plus loin. Je pense que quelque part, même si l'argument n'est pas explicité, il est là à l'état latent. Il est plus ou moins inconscient quand même. Et personne n'osera l'utiliser. Mais quelque part, quand même, toutes ces personnes qui passent 90 ans, 100 ans, ça représente un coût pour les familles, pour la société. Même si l'argument n'est pas explicité, il rôde quelque part quand même. Et j'ajouterai un dernier mot. Dans l'histoire des lois de bioéthique que j'ai connues dans une autre vie, en 1992, on avait débattu des grandes questions qu'il fallait aborder. L'origine de la vie, la PMA, il y a eu des choses, les transplantations, il y a eu des choses, les données nominatives et la CNIL, il y a eu des choses, et l'autre élément majeur, c'était la fin de vie. Et ça a été un blocage complet au Parlement pour aborder la question de la fin de vie. Blocage complet. Il aura donc fallu 92-2022 pour être à l'orée, peut-être, de l'émergence d'une modification de la loi ou d'une nouvelle loi. Il aura fallu quand même un très long chemin.
Voilà. Oui, ça montre bien la grande difficulté et le caractère passionnel de ce débat. Ce qu'on peut espérer, c'est que si la France se dirige dans cette... se dirige vers une loi autorisant l'aide à mourir, que ce soit vraiment pour des motifs éthiques, des arguments pesés et sous-pesés, et pas pour des raisons politiciennes. Parce qu'on pourrait imaginer le gouvernement tenter de divertir un peu les esprits, de changer un peu de sujet, vous voyez ce que je veux dire, et de brandir une sorte de mascotte fin de vie. Tiens, les gens vont parler un peu d'euthanasie, on parlera un peu moins des retraites. J'ose espérer que le débat sera d'un niveau un petit peu plus élevé à l'Assemblée nationale. Pour aller dans votre sens, je me rappelle, puisque j'étais rapporteur de la loi en 90, 91, 92, celui qui freinait le plus, c'était François Mitterrand. Une grande prudence, extrêmement parcimonieux dans l'accélération que certains voulaient, surtout sur la PME. Un très, très grand merci. Très grand merci, Pierre Lecause. Merci de votre accueil. Et oui, merci de votre visite. Du dynamisme du débat, avec plein de questions pertinentes. Un très grand merci à vous tous d'avoir été actifs dans ce débat. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous annoncer une future réunion parce que c'est a priori la dernière. Peut-être qu'il y en aura une en Dordogne, mais point d'interrogation. Et en tout cas, si jamais elle a lieu, je pense que Muriel Raymond, notre chargée de mission, saura communiquer sur un dernier événement éventuel de ce type-là. Un très, très grand merci. Des choses à rajouter, Muriel? Non. Un très, très grand merci à tous et très belle soirée. Merci.